En ce début d'été 2021, toujours marqué par l'épidémie de Covid-19, c'est en Bourbonnais et Charolais que nous vous invitons à voyager, et plus précisément depuis la commune du Pin dans l'Allier avec sa petite église, ses prairies remplies de vaches charolaises et son château. La petite commune du Pin se situe dans le canton du Donjon, sur la route de Digoin à la Palisse. C'est là que nous recevons nos amis dans notre maison de campagne, qui se situe face au château dans le bocage bourbonnais. C'est une région d'élevage où l'on engraisse les vaches de race charolaise toutes blanches, une race rustique qui donne de la bonne viande pour le plus grand plaisir des gourmets. En effet, la charolaise qui doit son nom à Charolles en Saône-et-Loire toute proche est une excellente race bouchère, appréciée pour la qualité de sa viande persillée et avec une faible teneur en gras. C'est sur les bords de la Loire à Digoin que nous allons commencer notre visite. Digoin est dominé par son église de style roman byzantin, Notre-Dame de la Providence, avec le tympan du porche représentant les noces de Cana. Sur les bords de la Loire régnait autrefois une intense activité de batelier. Aujourd'hui, c'est le pont-canal qui fait l'attrait de Digoin, permettant aux péniches d'enjamber la Loire pour se diriger vers Roanne par le canal latéral à la Loire. Digoin a eu aussi un riche passé dans la faïencerie. Par ailleurs, la région est riche en châteaux, comme on peut le voir ici avec l'exemple de Saligny-sur-Oudon. Le lendemain sera consacré aux Charolais et aux Brionnais, en commençant par Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, haut lieu de pèlerinage, doté d'un riche passé religieux vieux de plus de 1000 ans, est une perle architecturale nichée dans un écrin de verdure. Posée sur les bords de la Bourbince, la basilique du Sacré-Cœur en est le joyau, reposant sur des fondations datant de l'an 1004. Elle reçut la visite du pape Jean-Paul II en 1986. Ce chef-d'œuvre de l'art roman s'impose tout d'abord par ses deux tours carrées qui dominent le porche d'entrée. C'est l'édifice le mieux conservé de l'architecture clunisienne en Bourgogne. L'église a été édifiée au XIIe siècle par Hugues de Sémour, le plus important des abbés de Cluny. L'intérieur, monumental mais sobre, dominé par une fresque du Sacré-Cœur de Jésus, est empreint de tout le vocabulaire de l'ornementation romane à laquelle on a rajouté une touche un peu plus moderne. Mais c'est à l'extérieur, en admirant le chevet de la basilique, que se révèle toute la beauté de l'architecture clunisienne. Paray-le-Monial doit le culte du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite-Marie. C'est dans cette petite chapelle du centre-ville qu'ont eu lieu les principales apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à la jeune Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle. Née à Vérovre en 1647 à 30 km de Paray, on peut y visiter sa maison natale. Elle repose maintenant dans la chapelle où l'on peut voir une statue de cire à son effigie. Autre lieu de visite à Paray, le musée du Hieron. Construit dès l'origine comme un musée, avec une architecture originale inspirée de Gustave Eiffel, il renferme des objets sacrés, d'où son nom qui vient de la racine grecque hieros qui signifie sacré. La pièce maîtresse est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie monumentale de 1900, de 3 mètres de haut, la Via Vitae ou chemin de vie de Joseph Chaumet, retraçant avec ferveur la vie du Christ. Juste à côté du musée se trouve la chapelle La Colombière du XXe siècle, d'inspiration byzantine. Quittons maintenant Paray pour nous rendre à Charolles, capitale du Charolais. C'est dans cette ancienne cité de Charles le Téméraire que vécut Marguerite-Marie Alacoque dans sa jeunesse au couvent des Clarisses. Pour nous, c'est un excellent déjeuner préparé par le chef étoilé Frédéric Doucet qui nous attend, avec par exemple ses cuisses de grenouille à l'ail des ours. Dans l'après-midi, nous nous arrêtons au château de Dreux. Cette demeure princière du XVIIe siècle peut se visiter, ainsi que ses jardins. Nous arrivons ensuite à Laclette, réputée pour ses courses et concours hippiques. Située dans la vallée de la Jeunette, cette cité du cheval bénéficie d'un riche patrimoine architectural dont subsiste cet imposant château fortifié. Celui-ci est privé et ne se visite pas. Prochaine halte, Charlieu, ancien grand centre de tissage de soieries au Moyen-Âge, pour son abbaye fondée vers 870. Celle-ci présente une superbe façade avec, sur le tympan du centre, un Christ en majesté dans une mandorle, surmonté de l'agneau pascal et reposant sur le linteau représentant les 12 apôtres. Sur le petit portail de droite, les noces de Cana et des sacrifices d'animaux dans un même souci de détail. Nous voici maintenant à Saumur en Brionnais, avec tout d'abord les restes de son château féodal des Xe-XIIe siècles et son donjon carré. Ancienne capitale du Brionnais, Saumur a un important passé clunisien. Elle a en effet fourni le 6e abbé de Cluny en la personne de Hugues de Semur. Son église d'origine romane, dédiée à Saint-Hilaire, vaut aussi la visite.
On y verra un étonnant balcon de forme conique, une nef impressionnante d'élégance et de hauteur, ainsi que de très beaux vitraux. Et c'est sur le ton ocre-rose du chevet de l'église que se termina cette première journée de visite. La journée suivante nous mènera à La Palisse dans la vallée de la Bèbre. La Palisse, halte prisée du temps de la Nationale 7, est surtout connue pour son château et Monsieur de La Palisse qui nous a laissé ses La Palissades. Les vérités de La Palisse sont aujourd'hui des friandises, spécialité de cette petite bourgade. À côté du château, l'église de La Palisse. Le château se visite et appartient toujours à la famille de Chabannes. Le château domine la Bèbre, petit cours d'eau prisé des pêcheurs de truites que nous allons suivre le restant de l'après-midi. Le cours de la Bèbre est jalonné de châteaux, comme celui de Chavroche. Dans ce cas, il s'agit d'un corps de logis du XVe siècle, mais d'imposants châteaux existent comme à Jaligny ou Châtel-Perron. Tout à côté du château de Chavroche se tient l'église et le monument aux morts. L'église est du XIIe siècle. Et comme bien souvent, on trouve au pied de l'église un cimetière, mais ici avec une bien étrange inscription à son entrée. Il semble en effet qu'ici on protège même les morts de la Covid. Point culminant de la région, le puits Saint-Ambroise, d'où on peut observer le bocage bourbonnais et la région qui a vu naître l'écrivain René Fallet. Pour ce troisième jour de visite, la journée sera consacrée à Vichy, reine des villes thermales, qui a conservé son casino et son charme désuet de la fin des XIXe et début du XXe siècle, comme en témoignent les façades des anciens palaces, les galeries couvertes, ainsi que les kiosques qui bordent le parc des Sources, un lieu ombragé où aimaient venir flâner les curistes. On se prend alors à rêver du défilé permanent du temps de la belle époque des dames de la cour en grande toilette. On pourrait même rêver d'y rencontrer l'empereur Napoléon III en personne et même l'impératrice Eugénie au bras de l'empereur. Du moins, c'est ce que font revivre les journées Napoléon III à chaque printemps. On peut même y voir des gens en costume bourbonnais avec la biote pour les hommes et le célèbre chapeau à deux bonjours pour les dames. Aujourd'hui, les lieux ont bien changé et on a regroupé les sources dans un même hall. Les eaux de Vichy sont des eaux minérales naturelles aux vertus thérapeutiques, en particulier pour le système digestif. Ainsi, les sources Chomel, Lucas et Hôpital étaient-elles déjà utilisées par les Gallo-Romains. L'embouteillage commence dès le XVIIe siècle et c'est l'eau de la source Célestin qui fera la renommée de Vichy, avant que le chimiste Darcet en extrait les sels pour faire la célèbre pastille de Vichy. L'autre spécialité de la ville, en dehors des carottes Vichy, sont les sucres d'orge. Lancée du temps de Madame de Sévigné, les cures thermales restent une activité importante de Vichy. La ville est dotée de 3 établissements, les bains Calou conventionnés, les Dômes adossés à l'hôtel Mercure, avec ses tours châteaux d'eau carrés, et les Célestins au confort plus luxueux. On retrouve ainsi l'esprit des 3 types d'établissements de la première à la 3e classe, lancés sous Napoléon III, qui lègue à Vichy un important patrimoine architectural de style arabo-byzantin, comme en témoigne ce hall avec fontaine et balcon impérial. L'époque de Napoléon III a également offert à Vichy ces très élégants pavillons qui bordent l'avenue des États-Unis et qui servaient à héberger la cour de l'empereur mais aussi ses maîtresses. À l'arrière, il borde le parc de l'Allier, un lieu de promenade et de détente agréable, agrémenté de nombreuses espèces d'arbres où il fait bon se prélasser ou se promener en famille. Le parc s'étend sur la rive droite du plan d'eau de l'Allier. Le plan d'eau de 120 hectares s'étire sur 2,5 km et se prête à merveille aux joies des sports nautiques. Vichy, c'est aussi la rue Alquier avec ses bow windows et ses maisons construites pour les officiers de la garde de Napoléon III. C'est aussi les très belles façades des palaces de la belle époque du début du XXe siècle, comme celle du Majestic ou encore celle de l'hôtel du Parc. Le parc fut le siège du gouvernement de Vichy de 40 à 44 et conserve le bureau du maréchal Pétain au 3e étage. Tous ces palaces, comme les ambassadeurs, ont maintenant été convertis en appartements. Le seul toujours en activité est l'Aleti Palace. De style art déco, il apparaît dans le film Madame II avec Carole Bouquet et Jean-Pierre Mariel. Près des parcs et des anciens palaces, dans ce qu'il est convenu d'appeler le Triangle d'Or, on peut voir de belles maisons, dont celle-ci, qui abrite le restaurant étoilé décoré. Nous nous dirigeons ensuite vers le vieux Vichy. C'est là que se trouve l'église Sainte-Blaise, de style art déco.
jour d'office et il y a beaucoup de monde. L'église a en fait été construite au XVIIe siècle, avant qu'une bien plus grande lui soit adossée entre 1925 et 1931, l'ancienne église devenant une chapelle de la Grande et dans laquelle se trouve cette Vierge noire. Les Quatre Chemins, c'est le cœur de Vichy, là où les gens viennent boire en terrasse des cafés. Avec QC, Vichy forme une agglomération d'environ 40 000 habitants. La rue Lucas, qui ramène aux sources. Le casino et l'opéra, qui trônent au fond du parc des Sources. Il se trouve que lors de notre visite, un important rassemblement de voitures anciennes à 1000 cars avait lieu pour le plus grand plaisir des amateurs de vieilles mécaniques. Aussi, je vous laisse admirer ces vieilles machines qui gardent vie grâce à la passion de leurs collectionneurs. Elles sont exposées dans le parc des Sources. À noter que depuis 2021, Vichy ainsi que les grandes autres cités thermales européennes sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est finalement les yeux repus de ces vieilles mécaniques que nous quittons Vichy, car il est temps de rentrer. Pour cette nouvelle journée, nous nous rendons dans le bocage bourbonnais et commençons par Souvigny. C'est l'occasion de commencer à découvrir le duché de Bourbon, aussi appelé Bourbonnais. Souvigny est le berceau de la famille des Bourbons. Il sera la première capitale du Bourbonnais avant Moulins. Son église prioriale Saint-Pierre et Saint-Paul est le plus vaste édifice religieux du département de l'Allier. Rattaché à Cluny, le modeste monastère d'origine établi vers 960 connaîtra rapidement un essor providentiel à cause de deux saints, Saint Mayol et Saint Odilon, abbés clunisiens, qui y décédèrent successivement en 994 et en 1049. Souvigny devint alors l'un des centres de pèlerinage les plus fréquentés de l'Occident chrétien. Les reliques des deux saints, abbés majeurs de l'église clunisienne, sont conservées dans l'armoire aux reliques datant du XVe siècle. Il n'est donc pas étonnant que les premiers ducs de Bourbon, ainsi qu'Anne de Beaujeu, fille de Louis XI et sœur de Charles VIII, soient inhumés ici, sous le regard bienveillant de Saint Louis. Sur le plan architectural, le bâtiment offre d'abord une longue nef lumineuse et sobre, réservée aux pèlerins et décorée de motifs peints communs au Moyen Âge. Elle conduit au chœur et au tombeau, plus sombres, mais ornés de vitraux de couleurs vives. Sur un des bas-côtés, on peut voir cette belle sculpture de la mise au tombeau du Christ. Une fois sortis du prieuré, nous contournons le bâtiment pour nous rendre dans les jardins attenants, d'où l'on a une belle vue sur le chevet de l'église. Dans les jardins, les dépendances du prieuré, de style bien bourbonnais, ont été transformées en un gîte bien accueillant. Puis vient Bourbon-l'Archambault. Il s'agit également d'une station thermale importante de l'Allier. Nous commençons la visite par l'établissement thermal. Cette station de la chaîne thermale du Soleil est spécialisée dans les cures de rhumatologie et gynécologie. Construit en 1885, l'établissement thermal est classé au monument historique pour ses superbes fresques en céramique réalisées par les ateliers Parvilliers en 1885. L'inspiration vient d'Orient et d'Asie. Les eaux jaillissent à 55 degrés et étaient déjà connues des Romains. L'établissement se situe au milieu d'un parc thermal où l'on peut trouver également un casino et bien sûr de nombreux hôtels. Du parc thermal, nous nous rendons à la Corniche, d'où l'on a une très belle vue d'ensemble de la cité berceau des rois de France, dominée par les vestiges de la forteresse médiévale des puissants ducs de Bourbon, dont il subsiste la tour Quicangrogne, tour d'angle sud-est de l'enceinte du château. L'ensemble formait une puissante et impressionnante forteresse médiévale, ornée d'une sainte-chapelle gothique flamboyante, rivale de celle de Paris. Louis II de Bourbon fit de la forteresse une véritable demeure princière, dont il reste depuis sa démolition à partir de 1793 les 3 tours nord, chacune dotée de 3 salles voûtées d'ogives. La Sainte-Chapelle était gardée par des chanoines, dont on voit ici les maisons, et qui veillaient sur les reliques, un morceau de la vraie croix et une épine de la couronne du Christ. L'ensemble est aujourd'hui en ruine et a comme souvent servi de carrière aux habitations locales. Un pied de valériane qui a pris racine ici, alors qu'on a planté là un delphinium. C'est le mois de juin et les lauriers sont en fleurs. C'est également des Bourbons que descend l'actuelle famille des rois d'Espagne. Aux alentours de Bourbon-l'Archambault, il ne faut pas manquer l'église romane de Saint-Menou et son célèbre débrodis noir. Il faut savoir qu'en patois bourbonnais,
un Bordin est un faible d'esprit. Fort heureusement, cette église du XIIe contient le tombeau de Saint Menou. Celui-ci a la vertu de rendre la tête à ceux qui l'ont perdu. Pour cela, il suffit simplement d'introduire sa tête dans le sarcophage et d'y croire très fortement. Ceux d'entre nous qui en avaient besoin ont essayé, mais avec plus ou moins de succès à ce jour. Cette église compte parmi les plus vastes de l'Allier et faisait autrefois partie d'un vaste ensemble monastique. C'est à Moulins-sur-Allier que nous allons terminer cette journée. Ici, la Nationale 7 traverse l'Allier par le pont de Rège-Morte du nom de son concepteur. Sur les berges se trouvaient de nombreux moulins qui ont donné leur nom à la ville. Moulins fut la dernière capitale des ducs de Bourbon. C'est par la chapelle du Sacré-Cœur située dans le quartier des Mariniers que nous commençons la visite de la ville. Construite à partir de 1839, cette église fut le premier édifice cultuel en France consacré au Sacré-Cœur de Jésus. L'église mérite une visite pour ses vitraux ainsi que pour sa fine rosace. Elle renferme également la chapelle de la Vierge Noire, une statue en bois vénérée depuis le XVe siècle. Mais le cœur de Moulins se situe sur l'ancien emplacement du palais des ducs de Bourbon et autour de la cathédrale Notre-Dame. La cathédrale est un élégant édifice du XIXe de style gothique flamboyant. Elle élance ses flèches en pierre blanche de Chauvigny vers le ciel, tandis qu'on peut remarquer au-dessus des balustrades des figures de paysans bourbonnais. À l'intérieur, la cathédrale retient essentiellement l'attention pour ses œuvres d'art et ses vitraux, où l'on reconnaît les célébrités de la cour des Bourbons ainsi que des scènes bibliques comme la Seine. Elle sert également d'écrin au triptyque du maître de Moulins, une œuvre majeure qui représente la Vierge en gloire, les yeux baissés sur l'enfant Jésus. En déambulant le long des chapelles rayonnantes, on peut voir une mise au tombeau, grandeur nature et d'un réalisme poignant. Il se trouve sous le vitrail du crucifixion. On ne peut qu'être impressionné par le niveau de détail de chacun des vitraux. La cathédrale, remaniée au XIXe siècle, provient d'une ancienne collégiale qui fut édifiée de 1474 à 1507. Juste à côté se trouve le pavillon dit d'Anne Beaujeu, qui est le seul vestige de l'agrandissement du palais ducal commandé par cette princesse vers 1495. Et en face de la cathédrale, le donjon de la Malcoiffée, seul vestige du château restauré au XVe siècle, appelé ainsi à cause de sa toiture. La cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation trône au centre de Moulins, cité de 20 000 habitants et chef-lieu du département de l'Allier. Autour d'elle s'étend le petit quartier médiéval avec ses mélons à colombage et son beffroi. Au sommet du beffroi, la curiosité de Moulins s'appelle le jacquemart. Il s'agit d'un mécanisme qui carillonne les heures et les quarts d'heure. Il est en fait constitué de 4 personnages, le père Jacquemart, sa femme et ses 2 enfants, ces derniers ne sonnant que les quarts d'heure. Comme on le voit, la nuit va tomber et il est temps de rentrer au pain. Le lendemain, nous partons pour les Combrailles et la Limagne, en commençant par Saint-Pourçain et son église Sainte-Croix. Cette ancienne abbatiale, trapue et sombre, repose sur des fondations datant du XIe siècle. Autour d'elle et contre elle se blottissent des maisons avec leurs échoppes. En suivant les rues qui l'entourent en arc de cercle, on arrive à la place du Maréchal Foch, agrémentée d'une fontaine et dominée par le beffroi de l'ancien monastère. La vue depuis cette place confère à Saint-Pourçain un air de petite sœur de Moulins. La cour des Bénédictins, sur laquelle se trouve le musée du vin. Cette cour borde également l'église, du côté sud, d'où on peut voir cette rosace.
L'ensemble est complété par un cloître et le bâtiment des moines, eux-mêmes adossés à l'église. Saint-Pourçain doit son nom à un moine qui défendit l'Auvergne des ravages du roi Thierry, fils de Clovis. Aujourd'hui, Saint-Pourçain est connu pour ses vins que l'on cultive le long de la Sioule. On y produit des vins rouges, des vins blancs et des vins rosés. Implanté par les Gallo-Romains, développé par les Bénédictins, apprécié par les rois de France, c'est l'un des plus anciens vignobles de France qui s'étend sur 19 communes. Non loin de là, commencent les Combrailles et la plaine de la Limagne. C'est à Taxasna, le village de François, que nous faisons une première halte pour visiter l'église Saint-André. Celle-ci était tombée en ruine et a même servi de grange, mais grâce à l'obstination de certains, elle a retrouvé vie, en partie grâce à ses peintures, retrouvées par hasard, comme celles d'autres églises peintes du Moyen-Âge de la région. Elle sert maintenant de salle communale. La véritable église de Taxasna est l'église Saint-Martin. Cette église romane du XIIIe a vu sa flèche rasée sous la Révolution. Comme une voisine sur sa colline face au Puy-de-Dôme se trouve l'ancienne cité de Charroux. Charroux fait partie des plus beaux villages de France et ne manque pas d'allure avec sa porte d'Orient. Entièrement construite de pierres de calcaire blanche, elle a vu passer le prince de Condé qui a résidé en ces lieux. La porte diamant avec ses bossages sculptés. C'est dans cette rue que l'on peut trouver la célèbre fabrique de la moutarde de Charroux, prisée des grands chefs. La cour des dames où sont regroupées les femmes pour coudre ou filer et qui marque le cœur de la cité autour duquel s'enroulaient les rues adjacentes. Cette importante cité au Moyen-Âge semble s'être endormie et n'intéresse maintenant que les touristes. Ceux-ci peuvent admirer l'église Saint-Jean-Baptiste qui elle aussi a vu son clocher tronqué, ainsi que la maison à colombage qui jouxte l'église, et où on fabrique les bougies de Charroux. L'église Saint-Jean-Baptiste date du XIIe siècle et faisait partie des fortifications de la ville. C'est une église romane assez trapue mais joliment décorée de vitraux. La rue de l'Horloge, avec ses vieilles maisons et ses boutiques, qui conduit au beffroi. Celui-ci servait de tour de guet et pouvait actionner le tocsin en cas de danger. Le beffroi pouvait également donner l'heure. Comme beaucoup de beaux villages classés, Charroux offre de nombreuses boutiques avec des spécialités comme les bougies de Charroux, la maison du safran ou encore la moutarde de Charroux. L'ancien marché couvert et les maisons bourgeoises pour nous dire au revoir car nous nous dirigeons maintenant vers Chantelle. Chantelle est également liée aux Bourbons car c'est ici qu'Anne de Beaujeu termina sa vie. Elle s'éteignait ici en 1522 après avoir été régente de France de 1483 à 91. Les restes du château des Bourbons abritent aujourd'hui l'église Saint-Vincent ainsi qu'un couvent de bénédictines qui produit ses propres produits, dont l'eau de Cologne de Chantelle. C'est ainsi que s'achève ce tour dans le bocage et la Sologne bourbonnaise, ainsi qu'au pays des Charolaises, et que je vous invite à découvrir ou redécouvrir dès que vous en aurez l'occasion.